Ouais, bien sûr. Mais c'est exactement ça, tu vois, le copywriting, c'est que tu dois trouver le bon argument pour la bonne personne. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui sur le Crayon Business pour une nouvelle interview. Je suis aujourd'hui avec Selim Niederhofer. Salut Selim. Salut Val, comment ça va? On a le droit de t'appeler Val? Tu peux m'appeler Val, effectivement. Je suis super content de te recevoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es copywriter. Ça fait des années que tu as fait énormément de jobs en fait, dans la communication, que ce soit community manager, que ça soit même incarné des chaînes YouTube. Tu as même sorti un best-seller sur le copywriting. Qui est encore toujours numéro 1 d'ailleurs un an après. Ouais, j'ai regardé encore ce matin le guide du copywriting. Il fait sa vie tranquille. Et ce que tu dis, c'est vrai, ces best-sellers, ça commence à partir de 5000 ventes. Donc on les a passés. Je suis trop content. Félicitations. Et j'aimerais avec comme première question juste, c'est quoi le copywriting? Parce qu'en fait, c'est un terme qui a l'air un peu fourre-tout. On ne comprend pas toujours ce que c'est. On le connaît souvent par les mecs qui postent sur LinkedIn. C'est quoi du coup le copywriting? Le copywriting en une phrase, c'est l'art de vendre avec les mots. Okay, le plus synthétique possible, tu as une idée à faire passer, tu as besoin de faire cliquer quelqu'un sur quelque chose, les mots vont t'aider à convaincre ton lecteur de cliquer, de donner, de s'abonner, de demander plus de news. L'idée c'est de se dire que bon, il y a un gars, il a un besoin. Moi je vais rentrer dans sa réalité, je vais attirer son attention, je vais lui dérouler mon petit speech, tu vois, c'est pas je vais jouer de la flûte, mais je vais l'attirer un peu, je vais le charmer. Je vais capter vraiment son attention, il va se dire ok, ça, ce produit, il me le faut. Et quand tu as les bons mots pour ça, à la fin, tu lui dis écoute, tu n'as plus qu'un seul choix à faire, clique ici. Tu vois, sur tes vidéos, tu mets quoi? Abonnez-vous, s'abonner. Et c'est ça, tout le but du jeu dans le copywriting, c'est de prendre quelqu'un par la main du début à la fin. Nous, les copywriters, on est les fils, c'est vraiment la descendance directe de ce qu'on appelle le direct marketing. Dis-toi que dans les années 40, 50, 60, 70, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils avaient leur boîte aux lettres, il n'y avait pas Internet. Et à l'époque, tu avais des mecs ultra malins qui se disaient ok, alors moi là j'ai un produit, j'ai du sable de la plage de Touloum, et ben je vais leur écrire une lettre de vente. Une lettre qui va être très bien écrite, un gros titre, une jolie photo, une belle promesse. Je vais leur raconter l'histoire de ce sable et à la fin, il y a un petit bon à découper où ils vont rentrer leur adresse, où ils vont mettre leur chèque, ils vont me renvoyer leur argent et moi en échange, je leur enverrai le produit. Ça, c'est donc du marketing direct. Tu vas directement sur ta cible, business to consumer, ok ? Et à l'époque, dis-toi que ces gars-là, ils étaient chez eux, ils sont en train d'écrire ou dans un bureau et il faut absolument que pour vendre, ils réussissent à faire ouvrir l'enveloppe. Donc, il y en a certains qui utilisaient des dessins, qui avaient déjà des petites formules à l'arrière de l'enveloppe. Et quand tu ouvrais, tu disais est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? S'il y a des grosses phrases, s'il y a des citations, s'il y a des chiffres, des statistiques, une belle photo, tu vas peut-être capter l'attention un instant. Et ensuite, bon attends, je vais lire 2-3 lignes. Ah oui, ça m'intéresse. Là, ça y est, tu as leur intérêt. Tu déroules ton argumentaire, tu fais rêver, tu mets des témoignages, tu mets des chiffres, tu racontes plein de trucs. Waouh, ok, je le veux, comment je fais? Et là, tu as ton petit bon de commande. Boum, tu renvoies, la vente, elle est faite. Dis-toi que le copywriter, il est chez lui et il doit vivre ça. C'est un mix de deux jobs. Tu vois, stand-up, ouais. Les humoristes, dans le stand-up, tu es là, tu écris tes vannes. Tu les vois, je sais pas si vous avez, si tu as regardé Drôle en ce moment sur Netflix. Ouais, très bien, ouais. Et il y avait Jeune et Gaulerie aussi, une série qui était passée sur OCS, qui était pas mal sur le stand-up. Il m'a dit, mais c'est pas parce qu'il y a marqué 2 € que ça vaut 2 €. Je lui dis, mais monsieur, il n'y a pas juste marqué 2 €. L'objet, c'est 2 €. Et en fait, tu te dis, tu testes tes vannes. Tu vois, il y a toujours une période de rodage où ils vont jouer dans des petites salles. Tu testes tes vannes, tu regardes vraiment les réponses de l'audience. Est-ce que ton public, il gaulerie vraiment? Non, c'est que la vanne, elle est nulle. On la refait. Il y a des documentaires géniaux là-dessus. Les scénaristes sur Friends, ils sont sur le plateau. Ok, ils ont tout écrit. Les acteurs, ils jouent. Et merde, la vanne, elle n'a pas fait rire. Stop, on pause pendant un quart d'heure. Ils retravaillent le texte pour trouver la bonne vanne. On fait la bonne vanne. Et bien là, dis-toi que le gars, il est chez lui tout seul et il doit se dire ok, je dois penser à toutes les objections là, maintenant. Le mec en stand-up, il peut retravailler son texte tous les soirs.
Le commercial qui fait du porte-à-porte pour vendre les encyclopédies, tu vois, pour vendre des reproductions de tableaux. Ouais, il affine son discours Il et tout. affine, et puis surtout, il a un autre avantage, c'est que quand il frappe à la porte, madame, elle ouvre, monsieur, il ouvre, tu as le body language, tu as l'intonation, tu as le regard, tu vois si, et tu peux directement répondre à l'objection. Là, le copywriter, il doit avoir ce dialogue silencieux depuis chez lui. En Ouais, gros, parasocial même en fait un peu. mais c'est complètement fou, c'est que tu dois livrer une page de vente tellement forte que ton lecteur qui ne te connaissait pas, qui était peut-être sceptique, tu dois tout lui mettre dans une seule page pour qu'à la fin il décide d'envoyer son chèque. Aujourd'hui, nous, les copywriters en direct marketing, on est vraiment les héritiers de ça. Copywriter, tu l'as dit, on connaît un peu par LinkedIn. Aujourd'hui, c'est un peu plus vaste. En français, on dit concepteur-rédacteur. Ça veut dire que dans ton entonnoir de vente, dans ton entonnoir de brand content, ta stratégie de contenu, tu peux commencer tout là-haut. Tout là-haut, ça veut dire des articles de blog, des articles LinkedIn, un lead magnet, un e-book gratuit, du contenu sur Instagram, du contenu sur YouTube. Tu vois, tout le contenu qui est gratuit pour choper tes leads, pour choper les prospects. Tu les fais venir à toi. Tu les éduques progressivement, on les éduque, on les nourrit. On parle de lead nurturing. Tu vas nourrir tes prospects pour qu'ils commencent à faire leur chemin un peu sur ton... Comme le ferait un marketing mania ou un Yann Leonardi sur le marketing par exemple. C'est exactement ça, c'est vraiment exactement ça. Tu vas les nourrir jusqu'au moment où tu vas leur dire, bon les gars, A ou B. A, tu t'endors, pilule bleue, pilule rouge. B, tu prends cette formation, tu te formes, tu achètes. Ok. Tu vois, et ça c'est vraiment le cœur du sujet, la vente, la vente, la vente. Et puis après, tout en bas de ton entonnoir, tu as tous les emails d'onboarding. Tu vois, comment tu fais pour quelqu'un qui vient d'acheter son téléphone Apple, qui vient d'acheter sa montre, qui vient d'acheter une formation pour qu'il l'utilise. Oui, sur le service après-vente, quoi. C'est exactement ça. C'est pour faire en sorte qu'il adhère à la communauté, qu'il utilise son produit et qu'il n'ait pas envie de le ramener sous 7 jours. Tu vois, c'est hyper important que... Le pire, c'est la déception post-achat. C'est le pire quand quelqu'un achète un produit et qu'après il se dit oh, j'aurais pas dû l'acheter. Un nombre de fois où j'ai acheté des futes, des choses, des trucs comme ça, tu vois. Moi, principalement dans les fringues, ça m'est arrivé 1000 fois. Je le mets une fois et je le reporte plus jamais. C'est complètement con. Mais il y a encore pire, c'est quand tu achètes, je sais pas, un appareil, ici, une caméra, un micro où tu sais pas trop comment l'utiliser. Quand tu achètes un logiciel, un SaaS, oui, en gros, un truc un peu difficile à prendre en main. Le service Exactement. après-vente, il est censé justement créer une gamme de contenu autour de l'utilisation des de ça. tutos, exactement. Ça éduque à la marque et tout. Et voilà. Et ça, c'est encore un copywriter, un responsable du contenu qui est là pour écrire tout ça. En clair, dès qu'une marque elle a besoin de texte pour pousser quelqu'un à l'action, tu as un copywriter qui est derrière. Copywriter, la frontière, elle est parfois mince avec un community manager qui va, tu vois, créer beaucoup de contenu en ligne. Elle est parfois mince avec juste le rédacteur web, rédacteur SEO. Mais ou presque un directeur marketing ou quelque chose comme ça. Ouais, bien sûr, le directeur marketing, on va dire, il a quand même plus de leviers, tu vois, c'est price, promotion, tu vois. Oui, mais il va y avoir aussi ce levier de slogan, de texte et tout. Non, je comprends très bien. Et puis, on a fait, pour ceux qui nous regardent, on a fait tous les deux ensemble un TEDx il y a quelques semaines. Et tu avais parlé dans ce TEDx quelque chose que je trouvais excellent, qui était le funnel AIDA, A-I-D-A, qui est assez connu dans le monde du marketing, mais qui est assez peu connu au-delà de cette sphère-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste? Parce que je trouve que c'est une bonne manière, un bon schéma pour comprendre justement le tunnel de vente. Exactement. Alors tu vois, c'est ça qui est très marrant. En France, on dit souvent un tunnel de vente, mais tu fais ce mouvement-là, c'est l'entonnoir. Parce que sales funnel, tu vois, c'est l'entonnoir en anglais. Donc nous, on dit souvent tunnel, ça marche aussi. L'idée, c'est de te dire, regarde, sur le trajet pour venir ici, je vois quoi? Je vois une petite camionnette grise avec des chiens et des trucs tout fluo. Hop, mon attention, elle est captée. C'est le A de la méthode AIDA. Ils ont capté mon attention, ils sont rentrés dans mon champ de vision. Ok, ils ont mon attention. Maintenant, est-ce que ça va m'intéresser? Je vais lire le truc. C'était quoi? C'était un service de promenade de chiens. Ok, donc l'idée, c'est de te dire que tu es ici, à Paris, il y a des gens qui veulent prendre leurs vacances, ils ont peut-être des locations, ils ne peuvent pas emmener les animaux, ils ont peut-être juste pas envie de se casser la tête avec leur yinche pendant les vacances. Loin et tout. Voilà, exactement. Donc ils se disent, je vais faire appel à cette société. Donc oui, ils ont eu mon attention et directement derrière, ils ont mon intérêt. Moi, j'ai pas de chien, donc tu n'auras pas mon intérêt. Le I de intérêt, tu l'auras pas. J'ai lu le gros titre, mais derrière, ouais, je m'en fous. Ok, donc ça, tu m'as perdu, mais c'est pas grave. Pourquoi? Je suis pas la cible.
c'est pas grave. Et ce qu'il y a d'important dans la publicité, c'est de se dire que rafaler à tout va, tu vois, lancer des méga gros filets pour essayer de choper le plus de monde possible, c'est pas ça le business. Le business, c'est vraiment cibler, c'est aller sur une niche, c'est trouver les personnes qui vont être vraiment intéressées. Ça sert à rien aujourd'hui de me faire de la pub à moi pour des talons aiguilles, je m'en fous. C'est pas du tout, tu vois, je vais pas être intéressé par ça. Je vais peut-être une demi-seconde être interpellé par la pub sur Instagram, mais elle est très mal ciblée. Ils perdent du cash s'ils m'envoient ça à moi. Donc, hyper important, t'attires l'attention. Regarde la pub télé Soch. Je suis pas acheté chez Soch, galère, super dur à dire. Ah, c'est marrant. Tu rigoles, tu as de la mémorisation. Et quand tu l'entends, hop, ça capte ton attention. Est-ce que pour autant, tu as envie vraiment? Est-ce que ça t'intéresse vraiment? Pas forcément. Je suis pas passé ces Soch. Ouais, voilà. Putain, ça c'est dur. Ça, tu vois, c'est l'exercice à faire avant d'enregistrer l'émission. Exactement. Ah, compliqué. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que je discutais avec un gars de Google hier, et il me disait quelque chose que je trouvais ultra intéressant, c'était que dans les ads, donc du coup Google, YouTube, il déconseillait toujours d'essayer de cibler plus de 50% d'une audience, parce que même d'une audience ciblée, parce que si tu allais chercher les 50 derniers pourcents, le coût pour aller les chercher et les trouver augmentait. Et que tu avais plutôt intérêt à aller chercher entre 20 et 50% d'une audience A, d'une audience B, d'une audience C. Donc en fait, c'est le côté copywriting, ça aide aussi en fait à parler aux bonnes personnes. Il y a Nina Ramen qu'on avait reçue, qui est une influenceuse LinkedIn et même une coach en copywriting excellente. Copywriting, en fait, si tu veux, c'est l'art d'engager avec les mots. Comment tu crées de l'engagement, l'art de vendre avec les mots. Et qui nous avait dit, quand je veux convaincre quelqu'un d'acheter un vélo, je peux le convaincre soit s'il est écolo, je peux le convaincre parce que ça sauve la planète. Si c'est quelqu'un qui est sportif, je peux le convaincre parce que ça permet de se muscler en se déplaçant. Et sa mère parce qu'elle a vu les embouteillages depuis 40 ans à Paris. Ouais, bien sûr. Mais c'est exactement ça, tu vois, le copywriting, c'est que tu dois trouver le bon argument pour la bonne personne. Regarde, généralement moi j'anime un truc, donc c'est devenir copywriter 5 étoiles. Je leur fais faire des exercices vraiment ultra concrets. La semaine dernière, on a bossé sur quoi? On a inventé ensemble une méthode pour arrêter de fumer avec des slogans, des titres, des machins. Et au moment où tu dois parler à ta cible, tu vas parler à la maman de 40 ans qui commence à être essoufflée et tu vas lui donner quoi comme argument? Bon, que ta santé, elle n'est pas bonne. Ok, l'argument santé, il est bien. Si vous avez déjà perdu un de vos proches à cause d'un cancer de la gorge ou du poumon, ok, tu vas parler aux fils, aux filles de ceux qui ont souffert d'un cancer de la gorge. Aux grands-parents, tu parles comment? Tu leur mets une photo d'un petit enfant. Ben ouais, regarde, il a 2 ans, tu vas en profiter combien de temps? 5 ans ou encore 20 ans? Vas-y, arrête de fumer. Ceux qui dépensent une thune monstre en clope. Oui, qui sont un peu précaires, au final, oui, ça peut te faire économiser de l'argent. Tu vois, voilà, et tu leur montres, vraiment, regarde le calcul, regarde les vacances que tu rates, regarde la nouvelle voiture, regarde la nouvelle télé, regarde juste la nouvelle maison. Et c'est hyper important on parle beaucoup de stacking dans le copywriting. Stacking, c'est l'empilement. En fait, il n'y a jamais... C'est important d'empiler? C'est important d'empiler parce que ça va te permettre de parler à plusieurs cibles. Et puis surtout, plus tu empiles tes bénéfices, à quoi ça te sert? Ça te sert à gagner de l'argent, ça te sert à être en meilleure santé, ça te sert à plus puer de la gueule, ça te sert à plein de choses, à plus avoir les dents jaunes. Toutes ces choses-là, c'est « ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai ». Et ça te permet vraiment de convaincre la personne que tu as en face de toi. Et puis, il y a aussi ceux qui vont te dire ouais, je m'en fous, moi je suis blindé, c'est quoi l'argument de l'argent, je m'en fous. Mais tu as toujours les 3 autres arguments. Et c'est pour ça que les Américains, tu vois, il y a toujours cette discussion dans le milieu du copywriting de est-ce qu'il faut des textes courts ou des textes longs, page de vente courte ou page de vente longue. Les Américains, ils sont vraiment très the more you tell, the more you sell. Plus tu en racontes, plus tu vas vendre. C'est pas forcément vrai. Oui, après tu peux aussi dire le less is more ou ce genre de choses. Exactement. Mais globalement, c'est vrai que moi j'ai vérifié, parfois on a tourné des vidéos de vente, t'en as qui durent 4 minutes, 14 minutes et on en a tourné une qui a fait 42 minutes et qui vend. Oui, mais je comprends. Mais d'un autre côté, et je trouve que TikTok a été un bon symbole de ça, TikTok qui est quand même ultra conçu comme une plateforme publicitaire en termes d'expérience utilisateur, en fait, a prouvé qu'on pouvait réussir à créer un très gros intérêt et pas mal de ventes ou de prospects avec des vidéos ultra courtes aussi. Donc en fait, au-delà je pense qu'il n'y a pas de vérité générale dans ce genre de sujet, mais au-delà de tout, est-ce que c'est le côté ciblage dans le copywriting et dans le marketing, c'est un peu la fin de la grande rémunération des très grands canaux? Comme, j'aurais dire, la pub après le 20h ou avant un match de foot, la mi-temps du Super Bowl ou ce genre de choses.
C'est un peu la réflexion, tu vois. C'en de est se- où en de se- ciblage? En termes de ciblage, en fait, c'est que quand tu es très bon, plus tu grandis, plus tes budgets sont larges, bah, plus tu vas aller chercher des canaux différents parce que chacun d'entre eux va t'apporter quelque chose. Et on te dit toujours, il faut que tu sois là où est ta cible. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ta cible, waouh, elle est mouvante, elle va vite en fonction de l'âge. Tu vois, là, tu es en train de parler du 20h de TF1. Oui, bien sûr, le 20h de TF1, c'est pour qui ? Là, j'ai une petite sœur qui a elle va fêter ses 24 ans déjà cette année. Tu vois, moi, le truc qui me tue, moi, je commence à devenir vieux, j'ai 38 ans. Ok ? Quand elle ou parfois des stagiaires, des jeunes à qui je donne des cours, ils me disent « Ouais, monsieur, et sur YouTube, machin, le soir, quand on rentre, quoi, le soir, tu rentres et tu regardes YouTube. » Mais non, ma génération, tu rentres, tu regardes la télé. Et les vieux, nos parents et nos grands-parents, c'est la radio, c'est la télé, c'est le journal. Tu vois, donc ces canaux conserveront toujours leur lectorat, même si on l'a vu, le lectorat de la presse baisse, même si on voit les audiences qui baissent un peu. TF1, chaque année, ils sortent quand même toujours leurs 100 meilleurs, tu vois, sur les 100 meilleures audiences, ils claquent toujours 97 ou 96 plus grande audience. Et ça, bah oui, tu dis, ok, l'audience, elle est là, elle est captive, donc on va continuer de faire de la pub là-bas. Mais ça n'empêche pas que les marques, elles regardent, ok, est-ce qu'on va sur Instagram, est-ce qu'on va sur Facebook, est-ce qu'on va TikTok, Oui, qui YouTube, permet, Google Ads. qui, en plus, en termes de taille d'audience, augmente, mais aussi permet un meilleur Meilleur ciblage. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, les agences, elles se battent pour dire, nous, on a le meilleur ciblage et on a le meilleur 360 possible et on va te faire le meilleur mix avec un peu de presse, un peu de radio locale, un peu de RP ici, de là. Et c'est ça qui est super dur, en fait, c'est de savoir, quand tu fais des exercices... quand tu es étudiant en marketing ou quoi et qu'on te dit ok, il y a l'entreprise locale de BTP, ils ont un budget seulement, alors ils veulent faire de la pub et sur 3 ans ils sont prêts à investir 100 000. Tu fais quoi? Est-ce que tu prends de la pub à l'arrière des bus? Est-ce que tu prends de la pub radio? Est-ce que tu prends du social media? Ça, c'est super dur à choisir. Et surtout, le plus dur, c'est d'aller le justifier. Parce que forcément, chaque plateforme a ses cases, tu vois, ces études de cas qu'elle va te montrer, genre ouais, chez nous c'est plus, il y a plus de clics, chez nous il y a plus de ROI, chez nous c'est beaucoup plus simple. Compliqué. Le copywriter n'est pas forcément celui qui s'occupe de ça. Ça, c'est le média buyer. Okay. C'est vraiment celui qui achète le média, celui qui va aller chercher les audiences. Oui, donc c'est plutôt le ceux média qui buyer. vont être dans les ads digitales ou ce genre de choses. Nous, copywriters, on écrit les pubs. Okay, c'est-à-dire que dans une journée, on peut te demander des textes pour un blog, on peut te demander des textes pour LinkedIn, on peut te demander d'écrire un spot radio, on peut te demander, j'ai un pote qui le raconte, il est dans les bonus du guide du copywriting, en fait c'est un tueur, il a gagné des récompenses de fou à Cannes, tu vois les Lions d'Or, tout c'est très très fort. Et il dit dans une journée, ouais, je peux faire un spot radio, je peux écrire une chanson, je peux écrire un menu pour des pizzas parce que ça va aller avec le dispositif de lancement, c'est fou. Tout ce que tu peux faire et qui est lié à l'écriture et à la créativité. Donc toi, tu dois savoir aujourd'hui, quand un client il vient te voir avec tes copywriters, il dit ouais, moi j'aimerais bien faire de la pub sur Instagram, vous pouvez me les écrire. Ok, donc tu sais comment fonctionne l'outil. Tu vas lui sortir un visuel 1 avec le texte 1, le visuel 1 avec le texte 2, le visuel 2 avec le texte 1, le visuel 2 avec le texte 2. Et l'outil te permet de tester. On parle de test AB. Okay, Ouais. et c'est comme ça que tu vas pouvoir voir quel est le combo texte et visuel qui convertit le plus. Une fois que tu en as un sur les 3, ok, c'est reparti. Tu n'as pas gagné. Tu vas le tester sur une autre couleur, tu vas le tester sur un autre texte, etc. C'est jamais fini. Et c'est pour ça que... Toujours pour affiner et optimiser. Exactement. Tout à l'heure, je t'ai dit que le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. La réalité, c'est que Claude Hopkins, le boss, le pape de ce qu'on appelle la publicité scientifique, il disait remballer votre art de vendre avec les mots, c'est la science. On est des scientifiques, on veut des chiffres. Quand tu as en face de toi un poète, un artiste, un créatif, tu le sors. Parce qu'un bon copywriter, il a les yeux sur le chiffre. Et pour faire du chiffre, il faut maîtriser le test AB, il faut comprendre tout ça. Je suis d'accord, mais alors dans ce cas-là, comment on mesurerait des entreprises comme Burger King, par exemple, ou même la SNCF, qui ont parfois des excellents community managers, ou même Mélenchon, je prends juste l'exemple de son tweet avant le premier tour en disant on tremble pas, pleine lucarne. Enfin, j'étais dans le premier tour.
Ça, c'est très difficile à mesurer. Du coup, et ça reste quand même dans la légende et ça reste dans la tête. Est-ce que pour autant, je vais aller acheter un burger chez Burger King plutôt que chez Ou un McDo burger chez France Insoumise? Un jour, ils vont s'y mettre, tu vois. Non, mais je pose vraiment la question, sincèrement, parce que ça reste du copywriting excellent, mais en même temps, c'est difficile de se dire est-ce que ça vraiment génère de l'argent, qui est du coup le projet. Il y a des outils, ils sont obligés, les agences sont obligées, tu vois, de vendre derrière des choses qui sont vraiment mesurables. Donc tu as des indicateurs, de notoriété, c'est-à-dire que tu sais, en France il y a des boîtes qui font des sondages, ils ont des panels de gens représentatifs du français moyen. Ils vont aller les interroger, ils vont leur dire ok, si je vous dis burger, vous pensez à quelle boîte? Et les gens vont te dire McDo, Quick, Burger King. Tu mesures l'évolution de ça. Exactement. Okay. Une fois qu'une campagne elle est sortie, est-ce que ton taux de notoriété spontanée, les gens vont plus dire Burger King? Ok, ça c'est le premier truc. Il y a d'autres, l'intention d'achat. Est-ce que une fois que tu as vu cette pub, ça t'a donné plus envie que avant que la campagne elle soit diffusée? Et du coup, il y a plein de petits indicateurs comme ça. Okay. Et généralement, là récemment, qu'est-ce que j'avais lu? Un case sur Ikea. Ikea avait fait un truc génial, je ne sais plus si c'était 2013 ou 2014. Ils avaient utilisé des requêtes Google pour renommer leur mobilier. Genre, je suis trop mal assis, j'ai mal au dos. Ça devenait le nom de leur chaise. Tu vois, parce que quand les gens tapaient ça, ils tombaient du coup sur ce produit. Et ça, c'est ultra ingénieux. C'est très créatif. Ok, c'est marrant aussi. Mais surtout, c'est prouvé que les ventes sur ces produits-là ont augmenté grâce à cette campagne-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le marketing, c'est vraiment une question de data. C'est vraiment data-driven. Il n'y a pas de « allez, on fait au pif ». Jacques Séguéla, dès les années 70-80, il disait les campagnes les plus créatives, généralement, c'est celles qui nous ont rapporté le plus d'argent. Pas à nous, à l'agence Havas, mais qui ont payé vraiment le client. Il y a eu une augmentation des ventes claires. Mais j'ai l'impression, et c'est un sujet moi qui me fascine beaucoup, que de plus en plus en fait de marques se distinguent par le fait d'être plus offensives que leurs concurrents. Et parfois, j'arrive pas à savoir si jamais c'est toujours une bonne stratégie. Si jamais ça donne vraiment des meilleurs résultats. Je sais pas en fait, j'ai pas l'info. Donne un exemple. Offensif dans quoi? Qui? Offensive dans la communication. Je reprends l'exemple de Burger King parce que c'est souvent le plus facile à prendre, mais ils sont ultra offensifs dans la communication, beaucoup plus que les McDo qui essaient plutôt de la jouer un peu green, un peu RSE et tout. Je suis d'accord qu'on peut pas comparer les deux parce qu'il y en a un qui est quand même vraiment le monopole mondial versus le c'est challenger. deux positionnements, t'es obligé, c'est deux positionnements. Et cette étude, elle est géniale et ça fait partie des trucs que tu apprends en école de pub et de communication. Toujours le cas numéro 1 contre numéro 2. Comment Coca communique contre Pepsi? Pepsi, ils ont mordu les mollets pendant longtemps parce que t'es obligé. Quand t'es challenger, tu peux te permettre beaucoup plus de trucs. Burger King, depuis qu'ils sont revenus en France... Parce que quand tu es numéro 1, tu es obligé de faire attention à ta réputation. Ton entreprise, elle devient moins agile. Tu peux moins faire tout ce que tu veux. Tu es plus scruté par le marché. Quand tu es numéro 2, mais tous les coups sont permis pour aller prendre le trône. Mais justement, j'ai l'impression qu'on est en train de changer. Et je vais prendre 3 exemples, parfois certains un peu amusants, mais... Je vais prendre l'exemple du PSG qui avait gagné 4-0 à l'aller et qui avait perdu 6-1 au retour parce qu'ils avaient géré leur avance. Je vais prendre l'exemple des banques qui sont en train de se faire dégommer en termes de marché par les banques en ligne, les néobanques. Et je vais prendre même l'exemple d'Emmanuel Macron qui quand même est en train de reculer en termes de sondage face à Marine Le Pen au second tour alors qu'il était ultra favori il y a 2 mois. Est-ce que le fait de gérer son avance du coup en termes de marketing, c'est pas de plus en plus un risque aujourd'hui? Parce que le challenger émerge. Ce sera, alors déjà, le PSG, le jour où le Barça c'est un challenger, va falloir se lever tôt. Bien parce sûr. Que, voilà, les gars, ils ont pêché par orgueil, ils se sont fait démonter et j'étais au stade ce jour-là. Et j'étais au stade quand on a perdu contre Manchester. Tu vois, là, le stade glacé. On est reparti, on était tous dégoûtés, dégueulasses. Bon, anyway, à part le PSG. Si tu veux, le truc, c'est que gérer ton avance, c'est très souvent effectivement ce qui va te tuer. Parce que tu as ta position, tu as ta réputation, mais ça fait partie du truc. Quand tu es le roi, tu peux pas faire n'importe quoi. Et du coup, si tu tapes, c'est pour tuer. C'est pour le remettre à sa place. Je comprends très bien. C'est les dernières questions qu'on pose à tous nos invités sur le crayon. Quelle personne t'aimerais voir dans ce type d'interview sur le crayon business? Alors, moi, un gars que j'adorerais que tu aies ici, il est américain. C'est Robert Greene.
Robert Greene, C'est vrai. l'auteur c'est des incroyable. 48 lois du pouvoir, l'auteur de l'art de la séduction, les lois de la nature humaine, stratégie. C'est un tueur à gages parce qu'il étudie vraiment à travers l'histoire les lois de la psychologie humaine. Et nous, tu vois, voilà, tu es un peu plus jeune que moi, mais on est une génération quand même où on a eu accès à beaucoup de bouquins de développement Je suis personnel. Et où, d'accord. on Je essaye pense que ça a de changé faire beaucoup de choses Mais d'ailleurs oui, sur la manière dont on on est. essaye de faire qu'on ait des entreprises plus conscientes, des entreprises plus responsables. Et nous-mêmes, on essaie d'atteindre une sorte de, tu vois, de zénitude. Mais la réalité, c'est que la nature humaine, à un moment, tu es un prédateur. Et qu'il va se passer des moments où tu vas devoir aller au clash. Comment tu gères ça? Simplement, il y a l'histoire qui nous apprend tout ça. Robert Greene, c'est le maître là-dedans. Il y a des lois. Tu es trop gentil, mais la réalité du business, c'est que tous les jours, il y a des gens qui arrivent pour te mettre des coups de poing dans les côtes. Ok, comment tu les gères? Quand c'est un mec qui est ton équivalent, tu fais quoi? Ok, va falloir être smart. Quand c'est un bouffon, supprimez le commentaire. Je veux même pas gérer ça plus de 2 secondes dans ma tête. Et ce qu'il y a de bien avec Robert, c'est que voilà, le développement personnel, oui, fine, très bien. La réalité, c'est quoi? C'est que Poutine, tu as été gentil, maintenant il envahit l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est que c'est très bien d'être positif, mais à un moment, il y a une réalité. Je suis d'accord, tu parlais de. Je rebondis juste là-dessus, mais tu parlais de Robert Greene qui a aussi écrit des bouquins sur la séduction. Est-ce que comprendre la séduction, ça nous fait comprendre quasi instantanément ou intuitivement le marketing? C'est à peu près la même chose. Tu sais, il y a des grands vases communicants, il y a des passerelles énormes entre la séduction et la vente, globalement. Parce que quand tu as envie de séduire quelqu'un, tu es en train de te vendre toi, tu vends un projet d'avenir, tu vends des sensations, tu regardes le langage corporel de l'autre, comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'elle se comporte, est-ce qu'il est réceptif, est-ce qu'il faut changer ton message, mais jusqu'à quel niveau, à quel point tu peux devenir un peu plus offensif. Et c'est ça qui est génial, à quel point tu peux être persévérant, pour pas dire persistant. Les règles, elles sont ultra intéressantes, et à la fin, on arrive toujours à cette notion de storytelling. Dans une entreprise ou en séduction, ok, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que tu vas raconter? Comment tu vas réussir à captiver les gens vraiment? Je comprends très bien. Est-ce que tu as une phrase, une citation, une punchline de toi ou de quelqu'un d'autre qui t'inspire ou que tu aimerais partager pour inspirer les autres? Ouais, alors dans ce cas-là, je vais utiliser la mienne. Tu sais, c'est à la fin de chaque vidéo sur YouTube, je termine toujours avec on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Très beau. Très en phase avec Vendre par les mots. Merci beaucoup. Notre histoire, on est en train de l'écrire. Voilà, avec un crayon, facile. Merci beaucoup Célim. Merci C'était un à vrai toi, plaisir de te merci recevoir. au crayon. J'espère que l'interview vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Lâche un commentaire, lâche un like, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très bientôt. Ciao. Let's begin.